Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous parlerons de médiumnité en compagnie de Patricia Daré, qui a écrit un livre, Un souffle vers l'éternité, paru aux éditions Michel Lafon. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Patricia Daré, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous et bien le bonjour à tous. Alors, nous allons parler de médiumnité et de contact avec les disparus. Vous êtes journaliste, vous êtes devenu médium un peu brusquement, en quelque sorte. Comment avez-vous découvert la médiumnité et comment se traduit cette médiumnité? Cette médiumnité, je l'ai découverte très brusquement, comme vous l'avez dit, puisqu'elle s'est matérialisée sous la forme d'une voix. Une nuit, une voix qui m'intime l'ordre de me lever, de prendre un papier à crayon. Ce que je vais faire, bien sûr, mais en résistant beaucoup et en prenant sur moi. Et je vais découvrir que ma main, je dis bien ma main et non pas ma tête, écrit un message, rédige un message que je ne comprends pas en l'écrivant, puisque ce message ne passe pas par mon cerveau, mais bien par ma main. Et c'est en déchiffrant ces mots en écriture automatique par la suite, et qui vont me dire que je suis maintenant reliée à une dimension nouvelle, et qu'il n'appartient qu'à moi d'en faire bon usage, que je ne pourrai pas en faire ce que je veux, mais qu'on me préviendra lorsqu'il y aura des choses à transmettre, que si je faisais de l'argent avec ça aussi, je me mettais à manipuler les esprits, évidemment, les choses iraient mal pour moi. Je découvre tout ce message, c'est une belle nuit du mois de septembre 1995, ce après quoi je suis allée chez un psychiatre, car je n'étais pas du tout en relation avec toutes ces dimensions. Bien sûr, oui. Et je suis allée chez un psychiatre pour qu'il me confirme que je n'étais pas schizophrène, parce que j'étais très très inquiète. Et en visitant ce psychiatre, eh bien, il m'a tout simplement rassurée, et pas rassurée, il m'a dit ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas une maladie mentale, puisque lorsqu'il m'a mise à l'épreuve, il m'a dit mais que vous est-il arrivé? Je lui dis voilà, j'ai entendu une voix, elle m'a intimé l'ordre de prendre un papier et d'écrire, mais je l'ai fait, et cette voix m'a dit que je ne pouvais pas le faire quand je voulais. Ils me disent, lui ai-je dit, ils me disent qu'ils décident de venir quand ils veulent. Et lui me dit, mais qui ils? Je dis, je ne sais pas, mais je sais que cette voix était plurielle. Elle ne parlait pas qu'en un nom, mais au nom de plusieurs entités. Il m'a dit, écoutez, prenons un papier, un crayon, et voyons voir si ça fonctionne. Je lui ai dit, ça m'étonnerait, puisque ça ne vient pas quand on le veut. Et au bout de peut-être 5-6 minutes, ma main est partie sur le papier, et elle a griffonné plusieurs pages, parlant de lui cette fois, de sa vie, de son avenir, de son passé, de ses amours et des choses qu'il allait rencontrer. Des choses très pertinentes. Très pertinentes. Je ne le connaissais pas, apparemment. Ce texte le connaissait parfaitement et le décrivait parfaitement. Et lui est resté stupéfait. Bien sûr. Et il m'a même dit, mais comment faites-vous cela? Et je lui ai dit, je suis venu vous voir pour que vous me donniez la réponse. Et il m'a répondu, ben voilà, moi je ne peux pas vous donner de réponse parce que je ne sais pas. Parce que, a priori, cela devrait être de la médiumnité. Et c'est là qu'il m'a lâché le mot. Et alors, il m'a lâché le mot à un moment où, en fait, moi, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là, ni dans ce monde-là. Et ce monde-là, je ne l'aimais pas tellement. Parce que pour moi, médiumnité... oui, ça veut dire... renvoyer une image caricaturale, voilà, de médium un peu folle, Madame Irma. Un peu imbécile, parce qu'il y a beaucoup un peu bête, sans culture. Et moi, j'avais cette image caricaturale que je combattais déjà. Et en fait, ça ne m'intéressait pas du tout d'être médium. Ou alors, je leur ai dit, mais oui, d'accord, mais pourquoi? À quoi ça sert? Et je me suis évertuée pendant toutes ces années à essayer de trouver la réponse. Alors vous entrez en contact avec les décédés. C'est vrai que nous, on a ici à la radio, on a l'habitude. Pour nous, voilà, on a l'habitude des médiums et de tout ce qui est spirituel. Donc vous rentrez en contact avec des décédés. Comment se passent ces contacts et quels sont les messages qu'ils vous adressent? Tout d'abord, je rentre en contact. Je vais avoir des décédés en écriture automatique. Puis je vais les voir. Et alors ça va être extrêmement curieux puisque peu après, je commence à les voir. Oui. Et c'est au cours de dîners. Je suis des dîners avec mes amis, avec des collègues, avec des gens que je rencontre. Et ces décédés vont apparaître à moi et vont me dire « dis-lui que je suis là, dis-lui que j'ai ça à lui dire, dis-lui ceci, dis-lui cela ». Et moi, au prime abord, je vais résister, car
je ne veux pas être cataloguée de médium, je ne veux pas arriver dans un dîner en disant je vois votre grand-père enfin partir dans ce folklore et être discrédité, parce que pour moi être médium c'est être discrédité par les autres à l'époque. C'est être marginalisé, je ne le veux pas. Donc je vais résister, mais à chaque fois ils viennent à moi parce qu'il y a une chose qu'ils doivent délivrer, un message pour que l'incarné, celui qui est encore ici, incarné, puisse avancer dans sa vie. Il y a toujours une utilité importante, une priorité. Soit pour révéler une vérité qui n'a pas été révélée mais qui va servir à l'avancement des gens, soit pour rétablir une vérité. Alors vous les voyez comment? Ils se présentent comment? Alors au début, c'est très étrange. Au début j'entendais une voix. Ensuite je les ai ressentis. Alors quand ils se présentent, c'est très simple. D'abord, je ressens une présence. Je la ressens sous forme, on va dire, d'énergie. Je me sens rempli d'une énergie qui s'installe en moi, des pieds à la tête. Après, cette énergie prend un caractère. Alors, elle va être soit impétueuse, soit fragile, soit gentille, soit autoritaire. Après, cette énergie et ce caractère vont s'accompagner, mais à l'intérieur, avec les yeux de l'intérieur, bien sûr, d'un physique. Et je vais commencer à voir des traits se dessiner, jusqu'à ce que le personnage soit reconstitué totalement et qu'il soit vivant. Donc vous pouvez les voir à côté d'une personne qui est incarnée. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une personne qui se surajoute aux personnes qui sont dans la pièce. Exactement. Voilà. Donc comme quelqu'un de vivant sur Terre. Exactement. Et vous les voyez d'une manière très nette? Je les vois d'une manière très nette. Alors par contre, en revanche, ce qui est étonnant, c'est que lorsque je les décris, je dis voilà, je vois un monsieur qui est comme ci, comme ça. Et souvent, on me dit, mais je ne reconnais pas mon grand-père ou mon père. Ou alors on me dit, mais oui, c'est lui, mais à 30 ans. Et comprendre que le défunt, lui, se matérialise sous la forme qu'il désire. Voilà, tout à fait. Donc s'il n'a pas envie d'avoir 90 ans en revenant, il décide d'avoir 30 ans. Oui, c'est souvent le cas d'ailleurs. Excusez-moi. Et donc ça va être généralement, mais généralement quand même ils essaient de se matérialiser tels qu'ils se souviennent qu'ils étaient, non pas tels qu'ils étaient. C'est la grande différence. Ils se souviennent d'avoir été un peu comme ci, un peu comme ça. Donc, lorsqu'on les décrit, on a a priori un type, un caractère, mais pas à 100%, parce qu'eux ne se souviennent pas exactement de leur vie. Et donc, ils donnent les références suffisantes pour être reconnus par les personnes à qui ils s'adressent. Alors dans votre livre « Un souffle vers l'éternité » paru aux éditions Michel Lafon, vous dites que vous avez eu un contact avec Jeanne d'Arc. Oui. Alors comment ça s'est passé? Écoutez, c'est très étonnant puisque, a priori, Jeanne d'Arc, moi tous les personnages, les grands personnages historiques, je n'ai jamais cru qu'on pouvait être en contact. Sauf que j'avais omis une chose, c'est que nous sommes dans une période de changement et que tous ces grands archétypes, ces grands mythes devenus des archétypes dans notre société, ont été à la base des âmes, des personnages vivants. Bien sûr. Possédés par une âme qui était la leur. Et Jeanne d'Arc est arrivée non pas seulement à moi, mais à beaucoup de médiums, parce que je sais que je la canalise avec une médium allemande. En tout cas, les gens qui ont travaillé sur Jeanne d'Arc, les historiens qui ont travaillé sur Jeanne d'Arc, m'ont dit, vous êtes deux pour l'instant, une médium allemande et moi-même. Elle a canalisé de la même façon. Elle est arrivée telle qu'elle était, non pas la sainte, qu'elle ne revendique pas avoir été. Elle dit qu'elle est Jeannette. Elle vient à moi pour me dire qu'il faut rétablir la vérité et qu'elle a besoin d'avancer. Et elle vient non seulement pour fournir une énergie dans notre société ici et maintenant pour des changements qui sont en train de s'opérer, qui ont besoin de beaucoup d'énergie et d'énergie un peu soldatesque, on va dire, et aussi pour revendiquer le droit d'avancer dans son monde. Car il est évident que les mythes historiques ou les saints qui sont priés d'une façon extrêmement égoïste parce qu'on prie un saint pour lui demander quelque chose et jamais pour lui envoyer quelque chose. C'est vrai. Jeanne d'Arc a été instrumentalisée de multiples fois. Depuis qu'elle est revenue sur la scène, on va dire depuis la fin du XVIIIe siècle, puisque le culte Jeanne d'Arc est arrivé vraiment au XIXe, avant elle a été totalement oubliée. Avant, elle a pu faire son chemin. Or, depuis le début du XIXe, elle est complètement priée, revendiquée, utilisée comme symbole national, etc. Elle s'est arrêtée. Elle dit qu'elle peine à avancer et qu'elle a besoin d'énergie pour avancer. Car on l'a pris non pas pour donner, mais pour recevoir. Oui, c'est ça. Et on lui prend beaucoup. Et elle a besoin d'amour. Et a priori, c'est la chose qu'elle ne reçoit plus, mais comme bien d'autres. Et c'est la chose qu'elle revendique. Et elle me disait de dire qu'elle était avant tout une femme qui avait besoin, une âme, qui avait besoin d'avancer et d'être laissée en paix.
Et le grand problème de tous ces gens qui ont été mythifiés, qui sont devenus des archétypes servant à de multiples actions dans notre société, sont des âmes qui ont été bloquées par nos revendications multiples et extrêmes. Oui, parce qu'elles ressentent tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, évidemment. Et elle dit, dites-leur la vérité. Elle me tutoyait, elle me dit, dis-lui la vérité. Elle parlait encore un langage de l'époque, un peu médiéval, une forme de pensée médiévale, c'est-à-dire que la pensée n'était pas moderne, elle était un peu médiévale, et elle demandait simplement de dire la vérité, d'arrêter de la traiter comme une sainte, un symbole, et de la laisser évoluer en paix. En utilisant cette énergie qui est la sienne et qui est extraordinaire, car c'est une femme qui était extrêmement courageuse, qui s'est vraiment donné corps et âme pour la cause de la France, en tout cas, et pour libérer la France, ça c'est vrai, qui a été à son époque hyper manipulée, instrumentalisée, car la vérité que nous connaissons n'est pas sa vérité, et elle le dit, et qu'il est temps maintenant de rétablir la vérité et de la laisser en paix. Voilà la grande revendication de Jeanne d'Arc. Elle est arrivée d'une façon, moi j'ai été prévenue de son arrivée. À chaque fois que quelqu'un, on va dire qui fait partie des archétypes ou des mythes arrive, je suis prévenue de leur arrivée. On me prévient en me disant, un tel va rentrer en contact avec toi, telle date. Il faudra que tu l'aides à avancer. Il faudra que tu fasses ce qu'il te demande, car il est important maintenant pour lui d'avancer, ou elle d'avancer, et de rétablir certaines vérités, de te mettre en contact avec les gens qu'il te demande de contacter. C'est comme ça que ça se passe. Alors ce qui est très drôle, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez Nicole Dron. Oui, bien sûr, Nicole, bien sûr. Voilà, Nicole, qui a vécu une NDE en 1968, elle a eu un enseignement en étant de l'autre côté. On lui expliquait que Jeanne d'Arc était bien autre chose que ce qu'on en apprenait dans les livres d'école. Bien sûr, c'est vrai. Elle dit ça. Elle, d'abord, c'est une femme qui n'a pas jamais été une bergère. Elle le dit, je n'ai jamais gardé les moutons. Je la sens... Alors, quand elle me parle, je la sens impétueuse, autoritaire, un petit peu autoritaire, habituée de commander, un peu avec un langage, alors étant extrêmement éduquée, parce qu'enfin c'est une femme qui a c'est pas une bergère, c'est une femme qui a une grande éducation, mais qui a un langage un peu châtié parfois, elle n'aime pas utiliser des paroles avec lui. Je la sens aussi androgyne, terriblement androgyne, c'est-à-dire que c'est une femme qui a priori est beaucoup plus masculine que féminine, ça c'est vrai. Et elle dit qu'elle n'est pas morte brûlée. Voilà. Elle dit qu'il faut arrêter de dire ça. On véhicule beaucoup de mensonges, beaucoup de choses erronées. Absolument. Elle jusqu'à un certain point, ça ne lui a pas nui. Maintenant, cela lui nuit. Et cette bagarre, d'en faire une sainte sacrifiée par le feu, elle dit que quelqu'un d'autre est mort à sa place. Et que c'est très déplorable. Effectivement, quand on regarde les minutes, on voit que ce jour-là, Rouen, la personne qui a été brûlée, la jeune femme qui a été brûlée, portait une cagoule sur la tête. Donc on n'a pas vu son visage. Elle a été recouverte d'une cagoule, on n'a jamais vu et on n'a jamais su qui c'était. On n'a jamais rien dit. Donc elle dit non, qu'elle a vécu, etc. Et tout cela est arrivé en même temps, bizarrement, au même moment où Marcel Leguet faisait une enquête, ce journaliste faisait une enquête sur Jeanne d'Arc avec l'ex-patron des services secrets, et où ils ont trouvé qu'effectivement ces vérités-là, c'est-à-dire que la vérité historique n'est pas la réalité. Et Jeanne d'Arc n'est pas celle que l'on croit. C'est vraiment une femme. C'est vraiment un être humain comme vous et moi, qui a été courageux, qui a été solide, qui a été élevé dans des conditions aristocratiques suffisantes pour lui donner la connaissance et le maniement des armes, des chevaux, etc. Elle en a vraiment assez de ce mensonge, parce qu'elle dit que le mensonge, ici, bloque l'évolution de l'autre côté. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Patricia Daré, qui est journaliste et médium en même temps, et qui a écrit un livre, Un souffle vers l'éternité, paru aux éditions Michel Lafon. Alors certains vous diront, certains sceptiques on va dire, on en a l'habitude, vous diront, comment pouvez-vous être sûr que c'est bien Jeanne d'Arc? Alors je vais vous dire comment j'en suis sûre. D'abord, la première chose que j'ai faite, c'est de refuser la canalisation en disant je ne veux pas, c'est une tromperie. Et puis vous savez que depuis des années, ça fait quand même 16 ans que je suis là-dedans, on apprend quand on est médium à savoir si on est berné ou si c'est vrai. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a un moment où l'ego s'en va et on a tellement besoin de notre énergie qu'on ne veut pas la dépenser pour des
pour des arnaqueurs. Et en fait, au début, pourquoi on est berné? Parce que on est dans l'ego. Et que cette énergie, on veut absolument avancer sur le chemin, donc on prend n'importe quoi. Au bout de plusieurs années et au bout de 17 ans, on se dit, moi j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai autre chose à faire, donc je veux être sûr. On me prévient, donc c'est pas comme si c'était quelqu'un qui était venu au cours d'une canalisation et qui se présente. On me prévient des semaines avant. Je l'ai. Et puis, je parle, je capte son message, j'en fais bon usage, je canalise et je renvoie sur des historiens les messages qu'elle me donne. Et en fait, quelques semaines après, j'ai la confirmation par Michel Riffard, que vous connaissez évidemment, à qui je téléphone parce qu'elle est à l'hôpital pour un problème de jambes, je crois. Et je prends de ses nouvelles et je dis, Michel, comment vas-tu? Et elle me dit cette chose étonnante, elle me dit, ça va. Et elle me dit, tu sais, il y a quelqu'un qui te protège drôlement. Elle ne sait pas toutes ces histoires de Jeanne d'Arc. Évidemment, je n'en parle à personne à l'époque. Hein. C'est vraiment secret. D'abord, je n'irai pas m'étaler avec ces histoires, sachant, à l'époque, je n'en ai pas parlé, je n'ai pas fait de livre, j'essaie de taire les choses, je ne vais pas faire un coming out. J'ai peur du regard encore des gens et j'ai peur de passer pour une folle. Hein. Donc, je ne parle pas de tout ça. Et Michel Riffard me dit, mais tu es protégée par une femme, c'est quelqu'un de ta famille, elle a l'air très proche de toi. Puis elle me dit, non, c'est pas quelqu'un de ta famille. Et elle me dit, c'est Jeanne, elle s'appelle Jeanne. Ah oui. Et donc, je la laisse continuer, je dis, Michel, qu'est-ce que tu veux encore? Mais elle est très proche de toi, elle pense comme toi, elle fait comme toi, elle est dans cette énergie dans laquelle tu es. Elle me dit, mais c'est drôle, j'ai l'impression qu'elle n'est pas de ta famille, mais que pourtant elle est si proche de toi qu'elle pourrait l'être. Et je lui dis cette chose, je lui dis, Michel, est-ce que tu ressens Jeanne d'Arc? Et là, elle s'arrête, elle me dit, mais enfin. Et au bout de quelques instants, elle me dit, mais oui, mais dis donc, c'est elle. Ah oui. Ça alors, mais comment, mais pourquoi? C'est Jeanne d'Arc. C'est fou ça. Ah oui, voilà. Et ça, c'est la réaction de Michel. Et donc pour moi, c'est la confirmation. D'accord. C'est la confirmation. Voilà comment est venue cette chose-là. Et Michel elle-même ne revient pas quand elle me le dit. Elle n'y croit pas. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle est très présente, Jeanne d'Arc, notamment dans les recherches de Pascal Lafargue. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal Lafargue. Jeanne d'Arc est présente avec beaucoup d'entre nous. Oui, oui, tout à fait. Beaucoup d'entre nous. Je veux dire, quand je capte Jeanne d'Arc, je dis bien, je ne suis pas la seule. Quand je capte Napoléon, je ne suis pas la seule. Quand je capte Oscar Wilde, nous sommes des centaines. À chaque fois, ces êtres-là sont très présents dans l'aide. Ce sont des guides, comme ils l'ont été de leur vivant. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'une façon ou d'une autre. Mais ce sont des guides. Et effectivement, ils sont avec beaucoup de médiums. Et qu'est-ce qu'il dit, Napoléon? Oh, Napoléon, c'est très différent. C'est très différent. Napoléon, c'est très différent. D'abord, quand m'arrive l'information que je vais le capter, je n'en veux pas. Ouais. Donc c'est clair et net, je dis non, non. D'abord, je ne veux pas Napoléon, et même si c'était vrai, je réponds, je ne veux pas de ce type-là, un type qui a fait assassiner tant de gens, je n'en veux pas. Et puis on me dit, mais il faut que tu réfléchisses, parce qu'on n'impose rien de l'autre côté. On nous demande juste de réfléchir. Je dis non, non, c'est tout réfléchi, je veux pas d'un tyran, je veux pas d'un dictateur. Donc je n'aime pas Napoléon à la base. Donc on ne peut pas dire que j'ai canalisé quelqu'un que j'aimais, je ne l'aime pas. On me dit, tu l'auras le 6 juin, et c'était le 6 juin 2007. Je me rappellerai toujours. Et ce jour-là, on me prévient, et puis on me prévient la veille que je vais l'avoir le lendemain quand même. Et le soir, je me tiens prête à recevoir cette entité. Et bizarrement, Napoléon arrive, impétueux, autoritaire, extrêmement charismatique et intimidant. Alors que je n'aime pas, je suis intimidée. Et je me trouve comme une petite fille timide devant cette entité à laquelle je ne sais pas répondre, je balbutie, je ne sais pas comment lui parler. Tellement il est imposant. Et il me dit, c'est donc toi qui dois m'aider, mais d'un ton ironique et sarcastique. Et il me dit cette phrase, un cheval m'eût été plus utile. Ah oui. Je lui dis, bah, écoutez, merci beaucoup, je crois que nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Et je raccroche, on va dire ça comme ça. Oui. On coupe la communication. Je coupe la communication. Et puis je dis, je dis à ma hiérarchie, puisque je l'appelle comme ça, il est hors de question que j'aide ce type-là. Moi, je ne veux pas avoir affaire à ces entités-là. Point barre. Quelques jours après, je vais chez une kinésiologue parce que j'avais un peu de stress, je joue avec mon travail. Et cette kinésiologue me lance un message qui m'a, mais vraiment, foudroyé net. Elle me dit, c'est drôle, je ressens l'image de Napoléon. Ah oui. Je ressens l'image des pyramides. Elle me dit, est-ce que ça vous parle? Je n'allais pas lui dire oui, je ne lui avais rien raconté. Et elle me dit, je sens cette histoire, cette phrase qui s'imprime en moi, ne doit-on aider que les gens que l'on aime? Comment pouvait-elle savoir? Et là, je comprends que c'est un message envoyé par, évidemment, l'au-delà. Oui. Et alors, donc, alors, je dis non, je ne veux toujours pas. Et je tombe malade. Parce que je commence à me raidir pour ne pas capter. Je ne veux pas capter ce type-là et je ne veux pas qu'on puisse dire que j'ai capté Napoléon. Et au bout de quelques jours, je pars à un congrès en Italie où j'intervenais de temps en temps.
congrès sur le paranormal, comme ça, mais pour parler de choses très très simples. Et quand j'arrive à ce congrès, il y a un groupe de médiums italiens, et un de ces médiums qui est aveugle me demande, on me dit, ce monsieur là-bas veut vous parler. Je viens vers ce médium aveugle qui me dit, vous êtes Patricia Daré, est-ce vous qui canalisez Napoléon? Donc je reste interloqué, oui. Et je dis, mais oui, mais comment vous le savez-vous? Il me dit, écoutez, nous vous attendons, car en 1984, nous avons reçu des messages nous disant que la médium qui allait canaliser Napoléon viendrait chez nous cette année-ci, et que nous devions prendre contact avec elle, parce que nous devions la convaincre de continuer cette canalisation. Ouais. Je suis interloquée. J'ai l'impression de vivre un rêve, mais pas un rêve, un cauchemar. Je suis marquée par tout ça, je rentre chez moi, et je dis, bon, devant tant de choses étranges, je vais reprendre la communication. Et j'ai commencé. Napoléon était alors bloqué dans un système évidemment pas très évolué, et il demandait simplement de parler à sa descendance. Lui, il avait des choses à transmettre à ses descendants. Donc, j'ai pris contact avec sa descendance, qui est venue écouter ce qu'il avait à dire. Apparemment, il a convaincu, car il m'a demandé, pour la première fois de ma vie, j'ai une demande de parler en transe, et non pas en écoute ou en écriture automatique. Ouais. Il m'a dit, je veux bien parler par toi, mais par ta bouche, je n'avais pas envie que tu écoutes ce que j'ai à dire, ça ne te regarde pas. Je veux parler directement avec ceux à qui j'ai à parler. Ouais. Et je dis, mais je veux bien, mais moi je ne sais pas le faire. Il m'a dit, si, tu sais le faire, et tu vas le faire. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Par la suite, j'ai connu une chose que je ne fais pas souvent, parce que ça me fait très peur et je trouve ça assez dangereux, des transes, où lui a parlé pendant 1 heure avec sa famille, où moi j'ai dormi bien sûr, mais où je suis revenue par la suite, sans avoir aucun souvenir des communications et qu'il a pu donner à sa famille. Voilà comment ça s'est passé. Ah oui. Et sa famille vous a donné le résultat? Oui, un petit peu. Ben, il vit aussi la vérité. Oui. Il n'est pas aux invalides. Oui, alors tout le monde s'en doute. Mais lui, ça le gêne. Ça le gêne? Ça l'empêche d'avancer. Parce qu'il dit, je ne suis pas revenu de Sainte-Hélène. Mon corps a été jeté à la mer. Oui. Celui qui est aux invalides n'est pas moi. C'est un étranger. Et on ne peut pas vénérer quelqu'un qui n'est pas moi. On ne peut plus vénérer Napoléon quand ce n'est pas lui. Ça me gêne dans mon évolution. Je veux que la lumière soit faite. Mais on peut se poser certaines questions par rapport à ces entités. Finalement, ils sont toujours quand même attachés au monde matériel. Oui, cela oui. Parce qu'on a compris que le monde matériel et eux, c'est une interactivité. Tant que la lumière n'est pas faite sur ce qu'ils ont fait ici. Ouais. Ils ne peuvent pas avancer. Se libérer. Ce n'est pas qu'ils sont tellement attachés. C'est que quelqu'un qui part dans le mensonge ne peut pas évoluer normalement. Il est lié à son mensonge ici-bas. Et donc il demande que la lumière soit faite pour pouvoir se dégager de ce mensonge. Il a un sentiment de culpabilité. Oui, et même, on va dire qu'il est prisonnier de l'entité mensonge. Car de l'autre côté, le mensonge devient une force et une entité. C'est vrai. Alors nous recevons des informations sur la réincarnation, du même coup des épreuves qui nous sont données ici comme nous sommes incarnés sur Terre. Est-ce que vous avez eu des informations concernant la réincarnation dans vos messages? Je n'ai pas eu d'informations plus que ça, c'est-à-dire que les informations que j'ai eues m'ont dit que c'est possible, mais que ce n'est pas quelque chose à vénérer. L'incarnation, bon, venir sur Terre, on me dit que c'est le passage le plus difficile, donc si je schématise, et j'aime bien employer cette image, c'est le passage où on gagne le plus de points. Oui. Le passage ici apporte de plus de points dans notre évolution. Cela dit, il y a des gens qui ne viendront jamais ici parce qu'ils préfèrent faire de plus de passages ailleurs qu'un passage ici. La réincarnation est possible, il y a des gens qui choisissent de revenir, mais on me dit que ce n'est pas très important. L'important, c'est ce qu'on va ressentir dans le passage qu'on va effectuer ici ou ailleurs. Ouais, ouais. Et nous, évidemment, nous lui donnons beaucoup d'importance, parce que c'est la matière et que nous sommes dans cette matière. Et être réincarné, c'est comme repasser ici, parce que vous savez pourquoi? Parce que nous nous attachons à la matière. Et vous savez, c'est le risque extrême. Oui. L'attachement à cette matière, à cette terre, c'est un peu le travers et c'est un peu le piège. Oui. Et qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons être réincarnés ici et revenir ici parce que nous aimons tellement cette matière qui nous trompe que nous voulons y repasser. Or, on nous dit bien, c'est pas du tout essentiel. Oui, mais c'est pas plus incroyable qu'autre chose. Alors, est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est une école? C'est une école. C'est une école. C'est une école qu'on va choisir. On vous donne plusieurs parcours. On va dire ce parcours te rapporte 20 points. Celui-là te rapporte 15 points, celui-là 35, celui-là 100. Ah oui. On dit pas, je vais prendre celui qui me rapporte 100, je vais en avoir plus. Oui, mais il va être plus difficile. D'accord, mais je prends le handicap. Ok. Ouais. Ouais, parce que c'est un véritable handicap. Hein.
C'est un véritable handicap, c'est qu'on nous met la matière qui n'existe nulle part ailleurs. Et la matière, c'est ce que j'appelle le diable. C'est-à-dire, elle nous trompe, elle nous dit je ne suis qu'un moyen, et nous entendons je suis une fin. Oui, tout à fait. C'est là le piège. Le moyen devient la fin. Or, le moyen ne nous dit jamais qu'il est une fin. C'est nous qui sommes tellement subjugués par cette matière diabolique que nous en faisons une fin. Oui, oui, tout à fait. Alors, pour parler des entités, on va parler d'eux, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont bien? La plupart évoluent paisiblement dans le bonheur. On va dire 80% des entités évoluent dans le bonheur. Il y a quand même 20% des gens qui sont encore perturbés ou dans des enfers, mais l'enfer n'est autre que sa propre conscience. Oui, tout à fait. Si on se perturbe et si on ne voit pas, si on décide de se mortifier, de se culpabiliser et de ne pas vouloir voir, de ne pas être prêt à voir, ben oui, on peut rester là-dedans. Mais 80% sont vraiment libérés, sont vraiment dans une espèce de bonheur qu'ils ont envie de nous faire partager. Et leur grande tristesse, c'est que malgré tout ce qu'ils nous envoient, nous restons, nous, dans notre prostration et notre tristesse de ne plus les voir. Et ils nous disent, mais non, mais tu sais, je suis heureux, ne pleure pas, c'est formidable. Et nous disons, oh, mais quand est-ce que quand vas-tu revenir? Mais j'ai besoin de signes. Et nous pleurons stupidement, alors qu'eux, ils essaient de partager ce bonheur. Et eux, en fait, ce bonheur, ils peuvent en jouir totalement quand nous comprenons ici que nous devons être heureux. Tout à fait. C'est ça l'unique chose. Et que nous comprenons le sens de leur mort. Car la mort a un sens. Et puis la mort qui n'existe pas finalement. Oui. Le passage a un sens. Le départ de la matière. Le départ de la matière. Un sens pour nous. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que dans le futur, vous allez recevoir des enseignements, voire des informations sur le fonctionnement du monde invisible que vous pourrez transmettre de plus en plus? Oui, je suis en pleine évolution. Et vous savez, en ce moment, ce livre et puis le changement de monde me donne de plus en plus d'informations. J'accède sans cesse plus loin. C'est-à-dire que chaque fois, on me donne ce que j'ai à recevoir, ce qui m'est nécessaire pour le moment. À chaque fois que je demande plus de choses, on me dit ce n'est pas le moment. On te le dira en temps voulu. C'est pas toi qui décides, c'est nous. Et nous le décidons parce qu'avant, ça ne serait pas bon pour toi. Et je pense que je vais accéder, au fonctionnement de l'au-delà, beaucoup plus. On sait déjà pas mal de choses, on sait déjà qu'ils travaillent, on sait déjà tout à fait. Choisissent de vivre avec une image, certains choisissent. Mais je pense que on ira plus loin, sauf que on n'ira pas plus loin qu'il n'est nécessaire. Parce que on me dit, tu ne sais pas, on ne t'apprend pas, on ne t'enseigne pas ce que tu veux, on t'enseigne ce qui t'est nécessaire. Et en fait, il faut bien comprendre ça dans la vie. Si on comprend que ce que nous recevons, c'est ce qui est nécessaire et pas ce qu'on veut, c'est hyper important. Est-ce qu'il vous donne des conseils à transmettre pour faire face à ces grandes difficultés que nous vivons actuellement? Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, là, c'est un peu catastrophique, même un peu beaucoup. Oui, c'est catastrophique, on nous dit lâche. Lâchez tout. Lâchez tout. Le système que l'homme a créé pour gérer le pouvoir, l'homme a créé un système pour empêcher la partie irrationnelle de voir le jour. On a créé un système rationnel avec un système financier, etc., un travail, et on a tué la partie irrationnelle de l'homme. La partie spirituelle a été tuée. La partie principale. Principale. Et aujourd'hui, on se rend compte que le système rationnel basé sur la raison, le raisonnement, n'a mené qu'à notre perte. Bien sûr. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? L'autre côté dit maintenant il est temps de faire naître la spiritualité, car c'est elle qui va nous mener là où nous devons. Le rationnel ne peut être guidé que par le spirituel, car sans spirituel il n'y a pas de rationnel. Or l'homme a cru que le rationnel était une entité autosuffisante, ce qui est une erreur monumentale. Aujourd'hui, là-haut, on ouvre les portes sur le monde du spirituel. Le livre que j'ai écrit, je ne l'aurais pas écrit, je n'avais pas envie de l'écrire. C'est quelque chose que je n'ai pas demandé. Il m'a été vraiment demandé de le faire et je n'ai jamais envoyé un manuscrit à un éditeur. C'est l'éditeur qui est venu frapper à ma porte en disant « Vous voudriez pas faire un livre ?» Chose étonnante. Oui, tout à fait, c'est rare. Et c'est quelque chose qui est demandé. Ce que j'ai dit, je l'ai dit parce qu'il demande à ce que je le dise et il demande à ce que les esprits et les consciences s'ouvrent maintenant pour que nous collions l'aspect rationnel à l'aspect irrationnel. Que nous nous reconstituions dans notre entièreté, dans notre totalité. Nous nous sommes mutilés trop longtemps. Ah oui, c'est sûr. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier dit que nous sommes en France spirituellement sous-développés. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est pas qu'en France.
Un peu partout. Oui, un peu partout. Aux États-Unis, oui. Alors, parce que si je prends les Américains, je veux dire qu'ils sont plus en avant. Mais dans quoi? Dans la mode et dans le business. Oui, il y a beaucoup de business. Je ne pense pas qu'ils soient plus développés que nous. Je les trouve, en allant là-bas, je les trouve même moins développés que nous. Ouais. En revanche, ils sont plus en avant dans le business. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un business de la spiritualité. Et peut-être dans la recherche aussi. Peut-être que dans la recherche, ils sont plus ouverts que nous. Mais on a été freinés parce que il y a eu vraiment, après le 19e siècle, qui était le siècle des tables tournantes et du spiritisme avec Kardec, il y a eu l'avènement du progrès et on a laissé tomber tout ça parce qu'on s'est dit que le progrès était vachement bien. Quand la lumière est arrivée dans tous les foyers, l'eau courante partout, on s'est dit que c'était quand même plus intéressant que de faire tourner les tables. Et c'est là que ça a commencé. C'est le progrès qui a tué la spiritualité. Donc on a arrêté. Et puis on s'est rendu compte que ce progrès s'est emballé, qu'il s'autodétruit aujourd'hui et qu'on retourne quand même à la spiritualité. Je pense qu'on est un peu en arrière, mais qu'on y retourne. Je ne sais pas s'il y a des pays, je dirais des pays plus ouverts, mais peut-être pas des pays plus en avance. Plus ouverts, oui. Plus ouverts, oui, par leur culture. Oui, c'est vrai, en ce sens, Jean-Jacques a peut-être raison sur l'ouverture d'esprit de certaines cultures. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Patricia Daré, qui est journaliste et médium en même temps, et qui a écrit un livre, Un souffle vers l'éternité, paru aux éditions Michel Lafon. Alors nous ne sommes pas venus, moi je me suis toujours posé la question, enfin personnellement, nous ne sommes pas venus comme ça sans repère, aveugles. Est-ce que vous ne pensez pas que dès la naissance, on vous ferme le canal, le contact que l'on pourrait avoir avec l'au-delà, le monde invisible, et aussi la désinformation et la déformation religieuse, toutes les religions confondues? Oui, bien sûr. Vous savez comment j'explique de manière un peu triviale, et je m'en excuse, je prends des images très simplistes, mais je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre. Voilà comment on m'expliquait ce qui se passait. On me dit qu'avant de venir, avant de nous incarner dans le ventre de notre mère, dans le corps de ce qui va être le nôtre, on choisit un parcours, quand on est encore de l'autre côté. En fonction de notre avancement, on nous dit comment veux-tu évoluer. On nous propose des routes possibles, et nous choisissons notre parcours. Et dans le parcours terrestre, on dit, voilà, je vais naître, on choisit une vibration commune à la nôtre, on choisit la généalogie, la génétique, des gens qui vont être là, communes à la nôtre. C'est pas par hasard, hein. Donc on choisit une génétique et une généalogie vibratoire commune. Ensuite on se dit, voilà, je vais choisir à chaque fois pour le système des points, à tel moment de cette existence, de faire ci, quelques années plus tard de faire ça, quelques années plus tard de faire ça. Ce sont, j'appellerais les marqueurs inéluctables de l'existence, des bornes qu'on ne peut pas contourner. Entre ces bornes, nous évoluons librement. Le libre arbitre total. Mais quand nous arrivons à ces marqueurs que nous avons prédessinés, si nous ne les rejoignons pas, nous avons demandé sur notre contrat, nous allons dire que nous sommes sur cette terre des CDD, nous avons demandé dans notre contrat à nos guides de nous ramener à ces bornes inéluctables, de toutes les manières que ce soit. Il y a qui va avoir un accident, parce qu'il n'entend rien du tout, qui va avoir une maladie, qui va avoir comme moi une voix qui va arriver dans l'oreille un beau jour en disant maintenant c'est l'heure, etc., etc. Et ceci fait partie de notre parcours de vie. Nous l'avons choisi. Il y a le bébé qui dit, moi, je viens pour 2 heures et je m'en vais. Parce que mes points sont suffisants au bout de 2 heures. J'ai mon calcul et c'est bon. Et est-ce qu'on a la possibilité de modifier le parcours? Par exemple, on se dit, tiens, je voudrais faire ci ou je voudrais faire ça. Non, tout est prévu. Tout est prévu. On nous explique que tout est prévu. Tout ce qu'on va modifier, ça fait partie déjà de ce qui était prévu pour être modifié. Ah oui, d'accord. C'est une intelligence suprême. Nous sommes une intelligence suprême. Nous avons prévu tous les scénarios de notre vie. Les modifications. Même le petit Biafrais qui va naître et qui va mourir de faim, il a prévu le scénario de sa vie. C'est ainsi. Les modifications sont déjà prévues, quoi. Tout est prévu. De l'autre côté, la seule chose qui fait la différence, c'est que nous ne sommes pas là quand nous prévoyons le contrat. Et donc, nous ne savons pas ce que nous allons souffrir, puisque la souffrance n'existe pas de l'autre côté. Oui. Et le corps non plus. Alors évidemment, une fois qu'on est là, qu'on nous a effacé la programmation pour dire tu vas retrouver tout seul, c'est un jeu de piste, qu'on a le corps
et qu'on a l'émotion et la souffrance, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, il nous plaît à dire, mais mon Dieu, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Et ils répondent, mais parce que... Mais c'est légitime quelque part, c'est quand même très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Nous avons des moments où nous craquons, des moments où nous avons envie de mourir, c'est totalement normal. Ouais, ouais. Celui qui dit, moi, ma vie est un long fleuve tranquille, je traverse ça avec le sourire aux lèvres, c'est faux. Faut pas mentir. Ah non, non. On est tous main dans la souffrance, et l'époque actuelle nous fait traverser des montagnes de difficultés, de déracinement, de décès, de deuil, de souffrance, de perte d'emploi, de manque de nourriture. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Oui, ouais, tout à fait. Mais on nous dit, attention, il y a une solution. Ne perds pas de vue qu'il y a la solution, tu l'as prévu. Oui. Tu l'as prévu. L'homme, l'être humain, surtout dans cette société actuelle, a le chic de tout aggraver. Au lieu de se donner la main, d'être solidaire, au contraire, on fait les guerres, on se tape dessus. Enfin, oui, pourquoi? Parce qu'il y a la matière. C'est le handicap. Nous, on choisit la terre pour venir ici, parce qu'on dit le handicap matière nous rapporte plus de points. Seulement, on ne s'imagine pas ce que c'est difficile. La matière, c'est très difficile. La méchanceté, tout à la fait. Négativité, la guerre, la mort, etc., et la violence. Mais ça, on ne l'a pas prévu. On le sait avant, mais quand on est là, on le vit. C'est très différent. Et pourtant, on est là pour faire des efforts, on est là pour aller vers le positif. C'est quand même incroyable. Oui, c'est très difficile. C'est le handicap le plus difficile. Ils nous disent que c'est le plus compliqué. Je veux bien le croire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire du chauffeur qui vous a amené à la gare pour que vous puissiez prendre le train à l'heure? Ça, c'est une histoire merveilleuse. Et à chaque fois que j'en parle, et à chaque fois que je m'en souviens, je trouve ça absolument merveilleux. Et elle me soulève toujours autant. Et elle m'apporte toujours autant d'émotions. C'était cet après-midi, un après-midi où j'étais partie faire une petite causerie, une petite conférence avec l'association de mes amis Blanc-Garin, l'Infinitude. Et on était à Paris, c'était un après-midi à Paris. Et en sortant, je devais reprendre un train pour Châteauroux, mais il y avait des problèmes de grève. Et tout le monde s'engouffrait dans le métro. Il y avait des grèves de toutes parts. Je ne sais plus pour quelle raison. Et je sors et il faut que je trouve un taxi. Il est 17h30. J'ai mon train pas très longtemps après et il y a un embouteillage, une circulation épouvantable. Donc je décide de chercher un taxi, mais je n'en trouve pas. Il y a trop de monde et je dis c'est pas possible. Et je pense à mon fils qui est petit. Il est petit à l'époque et je me dis mais si je ne rentre pas c'est une catastrophe, mon bébé qu'est-ce qu'il va devenir? Et puis son père qui m'attend et qui va pas savoir s'en occuper, enfin bon il y a des tas de choses. Et je cherche un taxi, j'essaie d'aller dans le métro, il y a trop de monde, on étouffe, il fait chaud, c'est épouvantable. Je remonte et d'un seul coup sur le trottoir, je jette mon sac à terre et je dis bon maintenant je me retourne vers l'autre côté, je dis maintenant j'arrête, je suis fatiguée, j'ai bossé pour vous aujourd'hui. Alors si vous voulez que je continue, vous me faites venir un taxi ici. Parce que moi, j'en ai marre. Je suis fatiguée, j'ai fait tout pour vous et vous, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Et j'arrête. Et je reste plantée sur le trottoir, les bras croisés. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Et tout à coup, dans cet embouteillage monstrueux, c'était boulevard de Sébastopol. Oui, oui, je connais. Et dans cet embouteillage monstrueux, je vois arriver une voiture qui me fait des appels de phare. Et je ne sais pas que c'était moi, je me retourne, je dis mais qui fait des appels de phare? C'est un taxi. Et appel de phare, et il freine, il arrive à mon niveau et il appel de phare. Et je m'approche tout doucement, timidement d'abord, mais ensuite beaucoup plus, de manière plus affirmée, j'ouvre la portière, je dis c'est moi, elle me dit oui, vous attendez un taxi? Je dis oui, ben alors montez. Donc je monte, je dis voilà, gare d'Austerlitz, mais voilà, il faut qu'on y soit avant une demi-heure. Il me dit on peut le faire. Donc bon, ça me paraît bizarre. Et puis dans la voiture, il y a une musique un peu céleste, un peu, tu sais, ces musiques de relaxation. Oui. Genre à la Michel Pépé, très très jolie, comme ça. Je trouve ça bizarre pour un chauffeur de taxi, mais bon. Et puis il me parle, il me dit beau temps, et il a un accent indéfinissable. Je n'arrive pas à savoir s'il est russe ou espagnol. J'arrive pas à définir cet accent. Et je lui dis, mais vous êtes de quelle origine? Il me dit, le grand mystère. Mais il ne me dit pas de quelle origine. Il me dit, c'est un grand mystère. Dans cette histoire, il y a une chose, je ne vois jamais son visage. Je vois que l'arrière de la tête. Au bout d'un moment, on arrive dans un micmac de voitures, un croisement où tout le monde est arrêté et tout le monde s'insulte joyeusement. Il descend de la voiture et je vois, ahuri et berlué, cet homme qui fait reculer les voitures
poussez-vous par là et vous par là, il les fait manœuvrer pour passer. Et les gens s'exécutent. Ouais. On continue. Au bout de certain temps, il me dit, avez-vous soif? Parce que je peux vous prendre à boire si vous avez soif. Et là, je dois dire que je commence à avoir peur, parce que je me dis que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui m'échappe. Qui est bizarre, quelque chose de bizarre. On continue, je lui dis de toute façon, je ne sais pas si on va avoir. Il me dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je vous sens stressé. Si on n'a pas ce train, je vous emmène à Châteauroux. Point barre. Ah oui, quand même. Je lui dis, mais non, certainement pas, je vous rendez compte, ce que me vaudrait une course en taxi jusqu'à Châteauroux, il y a 280 kilomètres, si je peux pas me permettre... Il me dit, madame, je ne vous ai pas demandé de l'argent, je le ferai inconditionnellement. Et là, je commence à avoir très peur. Parce que toutes sortes de choses passent par ma tête. Je me dis, cet homme, ou c'est un saint, ou c'est un ange, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est pervers et qui... Oui, évidemment. Voilà. Je ne vous raconte pas toutes les choses étranges qui se passent jusqu'à la gare d'Austerlitz. À la gare d'Austerlitz, nous arrivons. Il me dit, voilà, vous avez 10 minutes pour aller à votre train. Nous sommes à l'heure. Je ne sais pas comment on y est arrivé. C'était fou, c'était impossible. Et je lui dis, combien vous dois-je? Et il me dit, rien. Je dis, comment rien? Et je regarde, il n'y a pas de compteur. Et je suis stupéfaite et je suis inquiète. Et je lui dis, mais comment, pourquoi? Et là, il me dit, toujours sans se retourner, il me dit, vous ne croyez donc pas aux anges? Et il s'en va. Il a repris sa voiture? Oui, je descends. Au revoir, et il s'en va. Je peux vous dire que j'ai téléphoné à Monique et Jacques Blangarin tout de suite. J'ai téléphoné au Père Brune, j'étais en lévitation. J'ai mis des jours à me remettre de cette aventure. Parce que, encore aujourd'hui, je ne sais pas qui était cet homme. Je pense que c'était un ange. Et je pense qu'il est arrivé là parce qu'on me l'a envoyé. Je sais que c'est peu probable, mais aujourd'hui, si vous parlez à Monique et Jacques Blangarin, puisque j'étais folle, je les ai appelés, j'étais complètement bouleversée, et eux aussi. Je leur ai raconté ce qui m'est arrivé, je trouve ça énorme. Mais oui, ça peut arriver. Et vous avez pas eu un début d'explication? Enfin... Je n'ai pas d'explication. Je n'ai même pas pensé à prendre son numéro. J'aurais pu prendre le numéro de la voiture et puis contrôler. Parce que la voiture était bien là, tout était bien tangible. Mercedes, blanche. Sauf qu'il n'y avait pas de compteur. Sauf qu'on m'a pas fait payer. Sauf qu'on m'a dit des choses étranges tout le long de la route. Sauf que j'ai eu mon train. Et sauf qu'il était prêt à m'emmener à Châteauroux. Et je lui disais, mais écoutez, j'ai un bébé. Il me dit, je sais. Il me disait, je sais. C'est pour ça que je vous propose de vous emmener, madame. Est-ce qu'il n'aurait pas été guidé par quelqu'un là-haut? Probablement. Je pense qu'il a été utilisé. Utilisé, ouais. C'est pas étonnant. Alors, vous avez un site internet, Patricia Daré? Je n'ai pas de site internet. Pas de site internet. Je suis quelqu'un d'extrêmement peu organisé. Et pour tout vous dire, je ne suis tellement pas dans l'organisation et dans l'argent, dans la pub. Non, pour retrouver les informations. Eh bien, je suis sur Facebook, en fait. Oui. Et sur Facebook, j'ai une page officielle. Et il y a pas mal d'articles maintenant sur Internet qui parlent de moi. Je pense faire un blog parce qu'il va falloir que je m'y mette quand même pour donner des informations. Pour l'instant, je suis sur Facebook où on peut me joindre assez facilement. Et puis, il y a pas mal d'articles Internet. Maintenant, si on tape sur Google, mon nom, je crois qu'on trouve assez pas mal de choses pour retrouver des informations. Vous donnez des conférences à Paris, en province? Je commençais une chose. Je fais des réunions gratuites. Oui. Comme ma maison d'édition me lance maintenant une série de dédicaces jusqu'à la fin d'année partout en France, j'ai décidé de les accompagner de réunions gratuites où je puisse rencontrer les gens et où je puisse évidemment échanger avec eux, mais sans qu'ils aient à payer pour venir me voir. Parce que vous savez, moi, mon grand problème, c'est l'argent. Et je ne veux pas que les gens payent, ils ont déjà payé le livre qui est un investissement. Je n'ai pas envie que les gens payent pour accéder à moi. Je veux que ce soit facile. D'accord. Donc tout ce que je propose, ce sera toujours gratuit. Alors comment ça s'organise? Eh bien, je suis toujours sur ma page officielle Facebook. Je fais savoir, et par les journaux qui organisent, par les gens qui sont mes relais dans les provinces et qui organisent ces réunions, nous allons savoir où je suis au fur et à mesure. Avec des associations? Des associations aussi, qui mettent de l'eau dans leur vin, puisqu'ils ne peuvent plus prévoir de me recevoir dans 6 mois ou dans 1 an, parce que je leur dis que maintenant, avec 2012, on ne peut plus projeter si loin. Tout à fait. Et ici, maintenant, il faut faire très vite. Très vite. Très vite. On ne peut plus dire je vous recevrai en 2013. Non. C'est tout de suite. Oui, c'est tout de suite. Et peut-être avec l'aide de certains particuliers alors? Oui, je suis prête à tout.
et je réponds à tout pour l'instant. Ah, on va vous aider. Oui, bien sûr. Moi, je suis prête à tout. Si on me trouve un endroit où on peut réunir une vingtaine de personnes, une trentaine, moi, je me déplace. Je suis prête à tout. L'important, c'est de faire passer le message. Je crois que l'au-delà compte sur moi pour ça. Et j'ai même dit que j'utiliserai l'argent que je vais toucher de mon livre pour payer l'essence pour aller voir les gens. C'est quelque chose que je vais faire. C'est quelque chose qui m'est essentiel et c'est ma mission. Voilà. C'est très bien. Vous avez un message à adresser aux auditeurs? Oui, je voudrais leur dire simplement que depuis que nous sommes nés, on nous dit constamment que nous sommes bons à ça et pas plus. On nous pose des limites constamment sur ce que nous sommes. Je voudrais leur dire que nous sommes des êtres merveilleux, que nous sommes infinis, que nous sommes tous médiums, qu'ils sont médiums, qu'ils peuvent développer. C'est selon leur volonté, bien sûr, mais il n'y a pas de médiums qui reçoivent et ceux qui ne reçoivent pas. Nous sommes tous aptes à recevoir, tout le monde peut capter, tout le monde peut développer, et tout le monde est proche de l'au-delà, de ses défunts, de la lumière. Il suffit juste de le vouloir et de prendre confiance en soi, de garder confiance en soi. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'élus, ne vous laissez pas avoir par des gens qui vous diront qu'ils sont plus élus que les autres, qu'ils sont plus doués que les autres. Vous êtes votre propre maître, et encore plus en 2012, parce qu'on nous demande de devenir notre propre guide. Et vous êtes les seuls aptes à savoir ce qui est bon pour vous et à capter ce qui est nécessaire. Voilà, je voulais dire que vous êtes tous formidables. Et peut-être ne pas avoir peur de 2012, car 2012... Avoir peur, bien sûr, 2012, c'est un nouveau chemin. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin du monde matériel, et c'est le début de l'ère du Verseau, c'est le début de l'ère spirituelle. Nous allons enfin être solidaires, dans l'amour, et on va enfin se donner la main sans avoir honte. Juste une dernière question, parce que j'ai oublié, la Terre a changé de vibration, de fréquence. Oui, bien sûr, énorme. Est-ce que vous ne pensez pas que les corps vont, dans le temps, changer de fréquence, vont s'alléger, vont rejoindre le monde spirituel, et que les incarnations seront beaucoup moins difficiles? Mais bien sûr, nous sommes en plein processus d'ascension actuellement. Avec la raréfaction des champs magnétiques, nous percevons des particules cosmiques, des particules solaires, des particules qui sont en train de modifier l'ADN. Nous sommes en train de modifier notre corps physique et notre corps, notre périsprit, nos corps sont en train de se modifier afin que nous ayons accès plus facilement à ces dimensions-là, à notre essence première, en fait. Merci Patricia Daré d'avoir partagé ce moment avec nous. Au revoir et à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.